IB, c'est l'évolution. On écoute ensemble. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Nous ferons en sorte que nous poursuivons l'équipement, la formation et le recrutement de la jeunesse burkinabé pour défendre notre patrie et que nous puissions ramener le développement tant espéré au Burkina Faso pour le bonheur donc de nos populations. Donc soyez honorés pour ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons là ici aujourd'hui. Et continuez de prier pour tous ceux qui continuent de se battre pour que notre patrie demeure. C'est une guerre qui nous est imposée. Nous n'avons pas le choix que de nous battre. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'initiative sur le terrain et nous vengeons de jour en jour tous ceux qui, depuis 2015, ont perdu la vie dans ce combat. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. C'est pénible, mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. Et je pense que c'est l'essence même de cette conférence qui vous a réunis pour que nous puissions trouver des pistes de solutions et qui viennent de vous-même. Il faut le dire, ça fait 10 ans maintenant que nous nous battons parce que les premiers actes terroristes se sont manifestés au Burkina Faso depuis 2015. Mais en 2023, j'ai donc demandé à ce que nous puissions avoir une base de données assez claire sur d'abord les blessés pour leur prise en charge après les avoir rendu visite donc, à l'hôpital, au niveau de l'hôpital du camp Sangoulé. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas de fichier exhaustif de nos blessés. Nous avons aussi tenu une conférence avec eux, donc l'année dernière, qui a permis de dégager beaucoup de pistes de solutions. Encore faut-il avoir un fichier clair. Et ça nous a permis donc en 2023 de réfléchir en même temps sur le fichier. Si nous n'avons pas le fichier de nos blessés, il faut que nous voyions donc est-ce que nous avons le fichier de ceux-là qui restent après nos héros qui sont tombés, c'est-à-dire les veuves et les orphelins. On s'est rendu compte aussi qu'on n'a pas de base de données fiable. Voilà pourquoi je pense que dernièrement, nous avons travaillé pour développer une application à partir de laquelle les gens pourront s'enregistrer. Et on m'a rendu compte en tout cas que l'application est prête et devra être lancée donc dans les heures ou les jours qui suivent. Et tous les mécanismes seront mis en œuvre pour aider ceux qui ne pourront pas s'inscrire d'eux-mêmes, les accompagner qu'ils puissent s'inscrire et que nous ayons d'abord un fichier exhaustif, clair, de tous ceux-là qui ont sacrifié tout pour la patrie. C'est à partir de là que nous pouvons accompagner véritablement les épouses que vous êtes et nos enfants que vous continuez donc de soutenir. Mais avant tout cela, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour pouvoir accompagner autant que possible. Le fichier viendra donc nous donner l'ampleur de la situation et nous permettre de prendre les mesures idoines. Et c'est dans ce sens que l'ASOVIG a été créé, parce que si nous voulons agir effectivement en faveur donc, de nos blessés et de nos veuves et orphelins, il faut que nous ayons une agence spécialement dédiée à cela. Parce qu'il y a beaucoup de services et je sais que beaucoup d'entre vous sont souvent emmerdés même par la panoplie d'associations ou de services qui continuent de vous appeler à gauche et à droite pour certaines choses. Nous voulons uniformiser toutes ces données. Voilà pourquoi l'ASOVIG a été créée. Et je pense que vous allez contribuer à travers donc, des représentants au niveau de l'ASOVIG pour prendre en charge un certain nombre de données. Je suis déjà content du premier point qui a été soulevé, notamment trouver une fêtière qui va regrouper donc toutes les veuves au Burkina Faso. Ça, c'est déjà un très bon départ. Avec la base de données, je pense que ça sera très facile à faire. Et c'est à partir de là que nous pourrons agir de façon consistante en votre faveur. Revenant donc aux points qui ont été soulevés ici, quand je prends le cas de l'autonomisation des femmes, tel que vous l'avez dit, c'est obligé d'aller vers ça, que chaque femme puisse avoir de quoi donc nourrir sa famille. C'est ça
l'essence même de ce que nous voulons faire. C'est un impératif. Sinon, comment on va scolariser les enfants? Comment on va prendre soin des enfants? Donc, dans ce cadre, vous avez cité un certain nombre de mesures qui peuvent être envisagées et nous allons réfléchir sur le cas de celles qui ont fait les écoles professionnelles, les diplômes académiques. Le ministère de la fonction publique même réfléchit déjà sur ça, sur la question de quotas. Notamment aussi les centres de formation, que nous avons déjà initié à petite échelle, mais ce n'est pas globalisé. Et je dis encore, le fichier viendra nous permettre d'avoir une cartographie, parce qu'il y a celles qui sont dans les grandes villes, mais il faut qu'à travers les fichiers, nous puissions savoir combien de femmes viennent par exemple de Gorom, combien de femmes viennent de Nyangologo, combien de femmes viennent de Nouna, ainsi de suite. Ça nous permettra d'avoir, en fonction de la situation géographique, la proportion des femmes, et nous pourrons décider de mettre des centres spécifiques dans certains endroits du pays pour pouvoir accompagner. Mais d'ores et déjà, avec tout ce que vous avez dit, je peux vous dire quelque chose. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. Déjà, celles qui bénéficient de formations, que ce soit en couture, en saponification, en restauration et autres, nous sommes en train de restructurer beaucoup de fonds au niveau du gouvernement. Alors, cette année, j'ai pu voir le rapport, par exemple, du fonds qu'on a baptisé Faso Kounaouli. Ils ont donné des prêts à hauteur de près de 7 milliards. Mais ceux qui bénéficient du prêt, l'objectif pour lequel ils prennent le prêt, j'ai donné des instructions pour réorienter les prêts vers des objectifs assez stratégiques. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. Le FARF que vous connaissez bien, que nous sommes aussi en train donc de redynamiser, ça c'est en faveur de toutes les femmes. Et si le fichier est clair, nous pouvons donc avoir des avantages particuliers pour que vous puissiez avoir aussi des fonds là-bas pour pouvoir vous installer. Il y a le fonds qui existait pour l'inclusion financière pour vous faciliter cela. Pour les dossiers d'indemnisation, exactement, on en a parlé. Même les certificats de décès, pour le faire, c'est tout un problème. Nous aussi, nous avons été confrontés à ça. Comme je l'ai dit, une fois que vous perdez un homme sur le terrain, en tant que chef d'élément, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la situation. Il faut suivre, est-ce que le certificat de décès est fait, est-ce que la famille est rentrée dans ses droits. Donc moi, j'ai connu ces situations-là, où il faut souffrir. Déjà, j'ai donné des instructions donc, à certains ministres responsables du volet, pour que, par exemple, quelqu'un qui est décédé en détachement dans une commune donnée, il faut qu'on trouve la formule que certains papiers se fassent à la portion centrale, au lieu de dire de repartir là-bas pour faire certains papiers. Donc ça, on a pris en compte, c'est en cours de résolution si ce n'est déjà fait. On va mettre un guichet unique pour que si quelqu'un quitte une province pour venir faire des papiers d'indemnisation, qu'il ne soit pas là à faire des va-et-vient, 1000 va-et-vient sur Ouagadougou ou Bobo. Et si la personne vient en une journée ou 2 jours maximum, dans un même endroit, il a fini, et puis c'est OK. Donc ça, c'est pris déjà en compte et d'ici là, j'espère qu'on vous donnera le circuit et vous montrer des guichets uniques qui seront mis en place pour ce volet. Pour les pupilles, comme je l'ai dit déjà, on fait petit à petit à travers le ministère de la Justice. Vous suivez un peu. Ils étudient les dossiers et on classifie les gens donc dans la liste des pupilles de la nation. Mais en plus de tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont prévues parce que il est prévu de construire des écoles Karma pour les pupilles de la nation, pour les prendre en charge. Et que ce soit entièrement gratuit, toutes les commodités qu'il faut. S'ils veulent être internés, qu'ils puissent être internés. Pour ceux qui ne veulent pas être internés, qui veulent aller et revenir, en tout cas, on mettra tout en œuvre. Et pas seulement qu'ils soient eux seuls entre eux, d'autres personnes pourraient intégrer, mais les écoles seront destinées aux pupilles de la nation. Et en plus de tout ça, il s'agit de faire l'école, certes, mais il faut les suivre et pouvoir les intégrer. Donc beaucoup de données ont déjà été colmatées et nous avons, je dirais, un itinéraire technique pour les pupilles. Parce que, quoi qu'on dise, si quelqu'un s'est sacrifié pour la patrie, on ne peut pas laisser son enfant comme ça. Donc beaucoup de mesures ont été prises, en plus de les scolariser, de les permettre d'aller tranquillement à l'école. Nous avons préparé le champ pour qu'ils puissent être employés une fois qu'ils atteignent la majorité ou bien qu'ils atteignent en tout cas un certain niveau de diplôme, qu'ils puissent être intégrés avoir un emploi. Donc ça, c'est déjà réfléchi et il reste juste la mise en œuvre du premier pas qui sont les écoles des pupilles de la nation.
Donc on a réfléchi, on a trouvé un modèle d'école et c'est ça que les gens ont commencé à construire un peu. Donc 2025, c'est pas évident qu'on ait beaucoup d'écoles construites, mais 2026, on verra. Si on atteint le nombre, on va créer déjà les premières écoles des pupilles de la nation avec les internats qu'il faut. Et là-bas, ils apprendront beaucoup de choses, voilà, pour pouvoir être autonomes au moment venu. Pour la prise en charge donc psychosociale et tout, je pense que l'armée elle-même n'avait pas de psychologue comme ça. Quoi qu'on dise, les premiers moments, vous avez besoin d'un certain nombre de prises en charge psychologiques. Mais nous avons recruté beaucoup et nous espérons pouvoir agir très bientôt. Et le volet social, je pense qu'il y a beaucoup de structures qui agissent déjà, notamment l'action sociale et un certain nombre de services au niveau de l'armée. Et il y a aussi des dons qui se font par moment. Et nous essayons autant qu'on peut pour soutenir, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous continuerons à accentuer et surtout à informatiser tout ça pour que ce soit vraiment optimum. Je sais que toutes les doléances n'ont pas été citées. J'attends le document final pour voir tout ce qui est dedans et voir la mise en œuvre point par point. Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre urgemment et qu'est-ce qui peut être donc différé au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, tout va concourir au bien-être de ceux-là qui sont les héros. Moi, je vous appelle les héros parce que j'aime dire aux hommes que nous qui partons au combat, ce n'est pas nous les héros. C'est vous qui êtes derrière, qui passez les nuits blanches là, à réfléchir, à penser à tout ce qui pourrait arriver. C'est vous les héros. Et c'est vous qui prenez soin des familles derrière nous. Le militaire n'est jamais là. Tous les jours sur le terrain avec l'intensité, ce n'est pas facile. Donc, tout a été réfléchi pour prendre soin de vous et que vous puissiez prendre soin de nos tout petits et qu'ils puissent être intégrés sereinement. Donc, soyez rassurés que cette conférence, l'objectif, c'était de trouver des solutions venant de vous-même et que nous puissions enrichir notre réflexion et vous permettre d'être autonomes. Donc, beaucoup de membres du gouvernement sont là. L'ASVOVIG va travailler avec les différents fonds. Un cadre d'échange de haut. Ibrahim Traoré a fait une promesse claire aux terroristes. Le Burkina Faso sera le tombeau des terroristes et je suis bien content, je suis bien fier. Et moi, je ne dirais même pas qu'il le Burkina sera parce que le Burkina est déjà le tombeau des terroristes. Je tiens toujours à rappeler, quand je fais mes vidéos sur le Burkina, que rappelez-vous que quand ce monsieur arrivait, les Burkinabés avaient perdu quasiment la totalité de leur pays. Il y avait simplement quelques terres qu'il fallait récupérer. David Ba est venu là faire un coup d'État avec beaucoup d'espoir, aidé par ses compagnons, mais rien n'a marché. Rien, je dis bien, absolument rien n'a marché. On était désespérés. Et on voyait David Ba qui partait rencontrer M. Alassane Ouattara. Il partait dans les réunions avec les macros, il a commencé à mettre des vestes. On a senti qu'il commençait à prendre du goût comme Oligui Nguema au Gabon. Et donc, nous avons vu l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Et ceci a réorganisé tout. Et depuis que tout a été réorganisé au Burkina Faso, on voit un changement des plus radicaux. Les Burkinabés sont en train de récupérer la quasi-totalité de leurs terres. Et nous savons que d'ici quelques temps, les Burkinabés auront le droit, sur tous les terrains de leurs terres, il n'y aura plus de terroristes qui pourra faire un désordre là-bas. On doit dire merci. Mais derrière ça, il y a des morts aussi. Et c'est pourquoi le président Ibrahim Traoré a décidé de rencontrer les veuves, toutes les familles qui ont perdu leurs enfants. Et c'est ça qu'on dit qu'on est président humain. Qui fait ça? Est-ce que ces vieux présidents âgés que nous avons dans les autres pays africains, vous les avez déjà vu faire ça? Est-ce qu'ils ont le temps de faire ça? Ils vous diront, non, ces veuves-là vivent bien, les familles vivent bien, mais eux-mêmes ne prennent jamais le temps. Jamais la peine d'aller les rencontrer pour leur dire Yako. Il ne s'agit pas toujours d'argent, même si oui, il faut les soutenir financièrement. Mais il s'agit aussi de ce côté humain-là. Cette chaleur que ces familles ont besoin, de savoir qu'on ne leur a pas oublié, qu'on pense à eux, que oui, ils sont importants aux yeux du monde. C'est ça que le président Ibrahim Traoré va à côté d'eux. Il reste là, il les prend dans les bras, il les encourage, il les souhaite condoléances, tout ça. Il les promet que le pays sera là pour eux. Il les promet les raisons pour lesquelles leurs enfants, leurs maris, leurs papas sont allés se battre, pourquoi ils sont morts et pourquoi il faut garder la tête haute pour continuer à vivre. C'est ça qu'on dit quand on est président de la République. Un président n'est pas seulement assis dans son fauteuil. Un président, oui, il a du boulot.
Il a du boulot, il a beaucoup à faire. Mais pour être président de la République d'un pays, il faut aimer votre pays, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Ceux qui sont présidents dans des pays, et vous les voyez se comporter n'importe comment, en dilapideur d'État, en gangster en col blanc, ceux-là n'ont jamais aimé leur pays. Parce que quand tu aimes ton pays, tu te bats pour l'intérêt de ton pays. Tu fais tout pour que tes populations ne manquent de rien. Tu fais tout pour que tes populations soient des populations les plus heureuses au monde. Mais quand tu ne fais pas ceci, c'est toute la preuve que tu n'as jamais aimé ton pays. Aujourd'hui au Burkina, nous avons donc un homme qui aime son pays. Et c'est parce qu'il aime son pays qu'il aime tous les citoyens de ce pays. Si vous n'aimez pas votre pays, vous ne pouvez pas faire ce que M. Ibrahim Traoré est en train de faire. Regardez bien les autres présidents comment ils font. Ils ne calculent pas les populations, ils cassent tout, ils s'en foutent de tout le monde. Et jamais vous allez les voir s'asseoir avec les populations seulement en période électorale. Ibrahim Traoré ne fait pas ça pour une période électorale quelconque. Non, 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 non. Respectez ce gars, respectez le Burkina Faso et la patrie ou la mort, nous vaincrons.